Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Alors le grand débat national touche à sa fin, à la fin de la semaine. Il y a eu 10 000 réunions, plus d'1 million de contributions. Maintenant il va falloir restituer tout ça avec les propositions des ministres, les assemblées qui vont en débattre. Le problème c'est que 2 Français sur 3 sont sceptiques, ils pensent qu'il ne va pas en sortir grand-chose à partir du moment où le gouvernement ne veut pas changer de politique. Je pense qu'il y a une grande attente par rapport au grand débat. Au tout début, personne n'y croyait vraiment. On disait que le président de la République était un peu fou d'imaginer que les Français aient envie de participer comme ça à ce grand débat. Et au final, vous l'avez dit, plus de 10 000 réunions à travers la France et largement plus d'1 million de contributions sur Internet. Oui, mais tout ça pourquoi ? Évidemment, il ne faut pas être déceptif par rapport à ce qui doit en sortir. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il y a quelque chose d'ordre institutionnel. On a donné la parole aux Français pendant 2 mois et demi. On a vu à quel point ils s'en sont saisis. Ça doit changer aussi durablement les pratiques qui sont les nôtres dans le cadre de nos mandats, que ce soit nos mandats de parlementaires ou nos fonctions gouvernementales ou même du président de la République, sur la manière avec laquelle les Français peuvent participer à la prise de décision. C'est notamment des propositions que nous on fait sur des propositions de loi citoyenne ou un plus forte démocratie locale. Mais je pense qu'il y a une attente en tout cas d'ordre institutionnel. Vous le savez, on avait proposé une réforme constitutionnelle qui a été bloqué à l'Assemblée par l'opposition. Il faut absolument qu'on puisse le reprendre parce que j'entends beaucoup dans les grands débats des propositions que nous avions. Fin du cumul des mandats dans le temps, proportionnel pour plus de représentativité, prise en compte aussi du vote blanc, qui est quelque chose de nouveau et qui est vraisemblablement très attendu. Oui, donc il y a déjà mais il y a surtout une demande sociale. Et François Bayrou disait hier, il faut qu'émerge un projet de société avec plus de justice sociale. Ce qui veut dire qu'il n'y en a pas assez pour l'instant. Alors, il y a une demande en général de plus de justice sociale et de plus de justice fiscale. Après, pour avoir participé, organisé une dizaine de grands débats, on ne met pas toujours les mêmes termes derrière ces mots de justice sociale ou justice fiscale. Donc finalement, chacun, évidemment, se revendique. Je pense que c'est à la fois plus de lisibilité sur l'impôt. Aujourd'hui, les Français contribuent, mais ne savent pas suffisamment à quoi ils contribuent. Et ça, c'est une vraie mission qu'on doit avoir de lisibilité, de transparence. On l'a vu par exemple sur la fiscalité écologique. Les Français sont prêts à consentir à un impôt et à consentir à une fiscalité écologique si et seulement si cette fiscalité est bel et bien utilisée pour permettre cette transition écologique. Donc là, c'est aussi l'un des enseignements qu'on doit tirer du grand débat sur cette transparence que l'on doit aux Français. Alors, La République En Marche a fait ses propositions. Hier, à Chartres, vous y étiez. Il y en a 35. Alors, il y a par exemple la réindexation des petites retraites sur l'inflation. Alors là, ça vous vaut les sarcasmes de l'opposition. C'est vous qui avez mis fin à l'indexation. Vous savez, on est aussi en capacité de reconnaître quand il y a des choses qui n'ont pas forcément été les choix les plus pertinents. Et notre rôle en tant que mouvement politique, c'est aussi de continuer à proposer. Ou alors, on n'est pas très utile aux Français. Et on propose notamment, en effet, la réindexation pour les petites pensions de retraite. Parce que ça a été un coût qui, à mon avis, a été trop sévère pour les Français les plus vulnérables. Et comment on finance ? On le finance avec une réduction de la dépense publique. On l'a redit hier. L'objectif de La République En Marche, ça n'est absolument pas d'augmenter la pression fiscale. On l'a dit, au cours du mandat, on rendra 20 milliards d'euros d'impôts aux Français, que l'on diminuera ou que l'on supprimera. On l'a annoncé aussi, on souhaite supprimer la taxe d'habitation pour 100% des Français. Mais vous voulez aussi augmenter l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, alors que les Gilets jaunes vous demandent de rétablir l'ISF. Oui, mais moi, vous savez, je ne suis pas sous l'injonction des Gilets jaunes. Je ne me réveille pas le matin en me demandant si cette interview va leur plaire ou si les lois que je vais adopter à l'Assemblée vont leur plaire. Moi, je suis là pour parler aux Français et à tous les Français. Et je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Dire que si un impôt est stupide, il est stupide pour 100% des Français, ça me paraît en effet être une bonne chose. Et supprimer la taxe d'habitation pour tous est, à mon avis, une nécessité. Et dans le même temps, le fameux... En même temps, cet équilibre que l'on souhaite préserver, c'est de dire qu'on ne veut pas qu'il y ait un Français supplémentaire qui paye l'impôt sur la fortune immobilière, et que pour ceux qui le payent, il faut probablement plus de progressivité aussi. C'est pas la même chose d'avoir un patrimoine de 2 millions d'euros et d'avoir un patrimoine de 50 millions d'euros. Je pense que tout le monde peut en convenir et certains peuvent probablement pouvoir contribuer plus dans les très très hauts patrimoines. Alors, autre idée qui va faire sans doute causer, comme on dit, instaurer une journée de travail supplémentaire pour financer la dépendance. C'était l'idée qu'avait eu Jean-Pierre Raffarin, qui l'a mise en œuvre en 2004. Ça va pas laisser un bon souvenir aux salariés. Pourquoi on propose ce jour supplémentaire de travail ?
pour une raison simple. Aujourd'hui, on a un certain nombre de Français vulnérables à la retraite notamment, qui n'ont pas les moyens de pouvoir se payer un EHPAD, alors qu'ils sont en situation de dépendance, en situation de fragilité. On veut que l'État puisse prendre en charge un quart, 25% du coût des EHPAD. Et tout cela, il faut évidemment le financer. Encore une fois, baisse de la dépense publique, certes, mais on considère qu'on pourrait aussi demander à celles et ceux qui travaillent, qui ont bénéficié d'une baisse des cotisations sociales, notamment, eh bien, d'aider celles et ceux qui sont à la retraite. C'est toujours cette logique de solidarité intergénérationnelle. On a demandé à tous de contribuer avec une hausse légère de la CSG pour permettre la baisse des cotisations sociales. Et on se dit que là aussi, les actifs pourraient aider ceux qui sont aujourd'hui en situation de dépendance à être et à vivre dignement pendant leur retraite, et notamment au sein de nos EHPAD. Et puis, il y a la proposition de loi citoyenne avec une conférence de consensus, et puis donc, il faudrait quelque chose comme 1 million de signatures, et puis donc, ce serait débattu à l'Assemblée. Pourquoi toujours pareil? Pourquoi les Gilets jaunes demandent le RIC, le référendum d'initiative citoyenne? Pourquoi pas ça plutôt et votre loi à la place? Parce que je pense que le grand débat, ça doit être aussi l'opportunité d'arriver à réconcilier les Français entre eux et à réconcilier les Français avec la démocratie représentative, avec les parlementaires, avec les élus. L'avantage de la proposition de loi citoyenne, c'est qu'elle permet cela. Si les Français se saisissent d'un sujet avec plus d'1 million de signatures, et on a vu à de nombreuses reprises que ça avait été le cas très récemment avec la pétition sur le climat, par exemple, eh bien dans ces cas-là, on peut enclencher de la démocratie représentative. C'est-à-dire, on demande tout de suite à ce que l'Assemblée et le Sénat se saisissent au sein d'une conférence de consensus de ce texte, qu'on en débatte au sein de l'Assemblée et du Sénat. Et donc, vous avez à la fois la démocratie directe, les citoyens qui disent à leurs représentants, à leurs élus, nous souhaitons que ce sujet soit mis sur la table et débattu, alors qu'il n'était peut-être pas à l'ordre du jour. Et les assemblées qui, elles, vont être obligées de se positionner, de travailler le texte, de l'amender si besoin, de le réfléchir et de le débattre, pourquoi pas aussi de le voter. Et je pense que là, on arrive à avoir ensemble une démocratie directe, délibérative, et la démocratie représentative. Alors vous parlez du Sénat brièvement, vous voulez transformer le Sénat en une chambre des élus avec les présidents de départements, de régions. Ils ne vont pas être contents les sénateurs, dites-moi votre ami Larcher qui est du même département que vous. Moi je reste persuadée qu'on doit garder 2 chambres. On en a même une 3e avec le Sénat. Et je pense que c'est utile. Vous savez, dans le grand débat, souvent on entend revenir et à quoi sert le Sénat, etc. Moi je pense que c'est utile à la démocratie d'avoir 2 chambres. L'Assemblée qui représente la nation, c'est-à-dire on est député de la nation, de tous les Français, et puis le Sénat qui est vraiment la chambre des territoires. Et je pense que renforcer encore le rôle du Sénat au travers d'une chambre des territoires, ça aurait du sens et ça garderait, encore une fois, ce bicamérisme qui me semble utile à la démocratie. Les Gilets jaunes, ils étaient 28 600, si l'on en croit le ministère de l'Intérieur, seulement ce week-end. Il y a eu de nouveau des incidents. Il y a eu notamment un temple maçonnique qui a été vandalisé à Tarbes. Est-ce que vous dites, comme d'autres, que voilà, il faut que ça s'arrête, les manifestations? Ça fait quelques semaines, déjà, honnêtement, que je le dis et qu'on est un certain nombre à le dire, parce qu'on le voit bien qu'à chaque mobilisation, il y a de moins en moins de monde dans les rues, mais il y a des gens qui sont de plus en plus violents, et il y a des dérives qui sont inacceptables, des dérives d'ordre raciste, antisémite. Aujourd'hui, c'est un temple franc-maçon qui est ciblé. J'imagine dans une logique de théorie du complot où les francs-maçons tireraient les ficelles de ce pays. Je trouve que tout cela est assez odieux et qu'il faut absolument que cela cesse. Moi, je ne vois plus de revendications sociales comme elles ont pu exister au début. Je vois personne avec des pancartes dire qu'il faut plus de justice sociale ou de justice fiscale, ce dont on vient de parler et qui ressort du grand débat. Par contre, je vois des motifs qui sont d'ordre politique, d'émission, destitution et de la violence. Et je pense que tous les Français en ont assez. Je pense notamment à nos artisans et à nos commerçants qui souffrent depuis de nombreuses semaines. Plus de 70 000 Français qui ont été mis en chômage partiel, soutenus par l'État, parce que malheureusement, il y a eu un certain nombre de dégradations. Alors la loi anti-casseurs a toute chance d'être adoptée définitivement par le Sénat mardi. Est-ce que ce n'est pas un cadeau empoisonné quand on sait qu'il y a un certain nombre d'articles qui risquent d'être censurés par le Conseil constitutionnel? Je ne parle pas en plus des critiques, par exemple, venant de l'ONU. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise loi? Moi, je pense que c'est une loi nécessaire. C'est une loi nécessaire parce qu'on a vu des mobilisations qui changeaient de nature. On l'a vu avec la loi travail il y a quelques années. On l'a vu à l'occasion de grandes manifestations comme le G7 ou le G20. Et on l'a vu très récemment et encore ce week-end avec les mobilisations dites des Gilets jaunes. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse s'armer juridiquement. Mais si c'est censuré par le Conseil constitutionnel, vous n'aurez rien gagné. Déjà,
personne ne sait ce que dira le Conseil constitutionnel. Moi, je pense que cette loi est une loi nécessaire. C'est une loi qu'on avait transmise évidemment en amont au Conseil d'État pour qu'elle puisse l'évaluer. Et je pense et j'espère évidemment qu'elle ne sera pas censurée parce que nous avons besoin de cette loi pour garantir le droit de manifester et dans le même temps aussi permettre que celles et ceux qui ne viennent que pour casser, eh bien, ne perturbent pas les manifestations. Les élections européennes, on est au 11 mars et il n'y a toujours pas de liste, il n'y a toujours pas de tête de liste de La République En Marche. Agnès Buzyn, qui était pressentie à première vue à jeter l'éponge, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un projet que défend La République En Marche. Moi, je vois en effet d'autres têtes de liste. J'ai du mal à identifier le projet européen qui est le leur. Moi, je ne sais pas le projet européen des Républicains. Est-ce que c'est celui de Laurent Wauquiez, celui de Valérie Pécresse ou celui de Gérard Larcher ? C'est pas tout à fait la même ligne. C'est celui qui est porté par François-Xavier Bellamy, là, c'est clair. Ils ont un projet. Oui, c'est pas si évident. Et dans ces cas-là, il y a un projet qui n'est pas le projet de société que moi j'estime utile, surtout quand on voit la montée d'un certain nombre de nationalistes. Donc, vous avez le projet, mais il n'y a pas de liste. Et il n'y a pas de tête de liste. On l'a toujours dit, premier meeting le 30 mars, et donc au 30 mars, je connais votre impatience, mais au 30 mars, il y aura la tête de liste évidemment qui sera annoncée et présente de fait à notre premier grand rassemblement, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est le projet qu'on veut défendre. Vous savez, dans cette campagne, on nous accuse de vouloir dramatiser l'enjeu des européennes. Oui, c'est ce que dit d'ailleurs il faut regarder ce qui se passe, mais il faut regarder ce qui se passe au sein de l'Union européenne. Il faut voir la montée des nationalismes. Ça, c'est pas un fantasme de La République En Marche ou du président de la République. C'est tout simplement, malheureusement, ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se passer à nos portes, en Italie, avec Vox aussi en Espagne, ce qui est en train de se passer dans l'Europe de l'Est. Et je pense qu'il faut que la France reste une voix puissante, forte en Europe. Quand je vois l'écho qu'a rencontré la tribune du président de la République dans de très nombreux mouvements politiques et très largement au sein de l'Union européenne, je pense que la France peut être à nouveau un espoir pour l'Europe. On y vient simplement. Nathalie Loiseau, pour tirer la liste, ce sera elle ? En tout cas, c'est une ministre des Affaires européennes. Vous voulez pas en dire plus pour ça ? Non, mais parce que c'est pas à moi de décider. Il y a des règles, des modes de fonctionnement. En tout cas, je pense que ce serait un choix utile. Alors, vous parliez de la tribune du président de la République. Eh bien, Jean-Luc Mélenchon lui a répondu dans une tribune, aujourd'hui dans Libération et dans plusieurs journaux européens. Et les termes sont très, très, très violents, très durs. Il dit qu'Emmanuel Macron, tout simplement, est dangereux. Dangereux par la répression brutale, féroce, dit-il, qu'il fait contre les Gilets jaunes. Dangereux par sa russophobie. On est, dit-il, aux frontières de la guerre. Écoutez, quand on parle de dramatisation et quand je vois la tribune de Jean-Luc Mélenchon, je me dis qu'en effet, il faut nous prémunir contre l'arrivée au pouvoir de celles et ceux qui sont des populistes comme lui, qu'ils soient d'extrême gauche ou d'extrême droite. La tribune de Jean-Luc Mélenchon, c'est la signature d'une forme d'escalade qu'il a depuis la fin de la campagne présidentielle, où vraisemblablement il ne s'est pas remis de cette défaite sévère au moment de la présidentielle puis des législatives. Et donc on a une escalade verbale qui va jusqu'à attaquer les traités européens. Alors concrètement, ce que ça veut dire, ça n'est pas précisé dans les tribunes que j'ai lues hier. Les traités, c'est quoi ? C'est le traité de Schengen, par exemple, qui nous permet la libre circulation des biens et des personnes. C'est la question de l'euro, dont il faudrait sortir. C'est la question de la protection de nos frontières. Tout cela n'est pas précisé. Donc le projet européen de Jean-Luc Mélenchon m'échappe de plus en plus. Je pense qu'il échappe aussi, d'ailleurs, à de nombreux Français. Quand je vois ce qu'il dit aussi sur la prétendue répression qui serait celle de l'État français et l'ode qu'il fait à Poutine, dont on voit bien la manière avec laquelle il traite ses opposants politiques, je m'étonne et je trouve ça assez affligeant que quelqu'un qui a été un républicain, qui a été un ministre de la République, candidat à la présidentielle, en vienne à ce genre de diatribe et d'excès dans cette tribune. Oui, il dit également qu'il faut sortir de l'OTAN et puis il faut en finir avec le couple franco-allemand. Le couple franco-allemand, c'est quelque chose qui est essentiel pour la dynamique européenne. C'est le symbole aussi de notre capacité à avoir été réunis, à avoir fait la paix, notre capacité à avoir mis en commun des intérêts essentiels pour qu'enfin notre continent ne connaisse plus la guerre. Alors peut-être que Jean-Luc Mélenchon souhaiterait que tout cela se termine. Moi, je crois profondément en notre capacité de renforcer et de changer l'Union européenne de l'intérieur. Je crois qu'on a besoin de l'Union européenne parce qu'on n'y arrivera pas tout seul. Je crois qu'on a des intérêts communs pour permettre de faire avancer les choses sur la question du progrès social, sur l'harmonisation par le haut, sur la question fiscale. Quand on parle des GAFA, la France va avancer avec une taxe sur ces entreprises, mais on ira plus vite et plus loin ensemble au sein de l'Union européenne. Quand on parle de la libre circulation des personnes, quand on parle de culture, moi je ne veux pas qu'on abandonne le projet européen et je ne veux surtout pas qu'on le laisse aux populistes d'extrême gauche ou d'extrême droite.
Abdelaziz Bouteflika est de retour à Alger après 15 jours où il a été soigné dans un hôpital en Suisse. Il y a eu des milliers de manifestants, aussi bien en Algérie qu'en France d'ailleurs, place de la République. Est-ce que c'est bien raisonnable qu'il fasse un 5e mandat? On note la discrétion de la France. Et parce que la France, il y a une ligne qui est à mon avis très claire, c'est ni indifférence évidemment, parce qu'on a une histoire très forte avec l'Algérie, un certain nombre de nos compatriotes qui d'ailleurs sont des binationaux, français et algériens, mais ni ingérence. Ça n'est pas à nous de dire qui le peuple algérien doit élire. Je vois en tout cas qu'il y a une forme de liberté extrêmement forte qui est en train de se soulever et de demande de vitalité démocratique en Algérie qui se fait dans le calme avec des manifestants qui demandent systématiquement à ce que les choses se passent dans le plus grand des calmes, que ce soit d'ailleurs en Algérie ou des manifestations, des mobilisations qui se sont passées en effet à Paris, qui se sont déroulées de manière extrêmement pacifique et qui à mon avis sont une bonne chose pour l'avenir de l'Algérie. Et vous n'avez pas tout à fait répondu à mes questions. Ce serait raisonnable qu'il fasse un 5e mandat? Mais encore une fois, c'est pas moi qui décide s'il peut ou non être candidat et ce n'est pas moi qui mettrai un bulletin de vote. Ce sont les Algériens qui doivent le faire et il faut faire en sorte évidemment que le processus soit le plus transparent et le plus démocratique possible. Il nous reste une minute. Une dernière question sur le report de la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. C'était prévu aujourd'hui en Conseil des ministres. Ça a été reporté. Est-ce que ce n'est pas un aveu que elle n'était pas assez ambitieuse? D'ailleurs, c'est ce que dit, je crois, c'est l'explication que l'on donne. Donc, il y a un vrai problème avec la transition écologique. Le gouvernement n'a pas tenu les engagements, les promesses et les demandes que font certains, y compris chez vous. C'est justement parce que le gouvernement et François de Rugy veut renforcer cette loi qu'en effet, veut dire qu'elle n'était pas assez forte. Mais ça veut dire que justement, l'ambition écologique, elle est extrêmement forte. Elle était un peu oubliée quand même, non? Mais elle n'est pas du tout oubliée quand on voit à la fois ce sur quoi avance Brune Poirson sur l'économie sociale et solidaire, sur les enjeux du recyclage qui sont majeurs, quand on voit qu'on a un continent entier de plastique aujourd'hui. Parler du recyclage, c'est pas quelque chose d'anecdotique et c'est utile. Et on mène aussi ce combat d'ailleurs au niveau européen. Et sur la programmation de l'énergie, moi je pense qu'il faut avoir le projet le plus ambitieux possible. On aura aussi la loi sur les mobilités. Donc on continue à avancer et on renforce notre ambition. Merci Aurore Berger. Merci à vous. Bonne journée.